Bienvenue à un événement d'apprentissage exclusif de l'IGF. L'Institut de la gestion financière est la source principale d'activités de perfectionnement professionnel où nous partageons les nouvelles tendances, les pratiques exemplaires et les questions d'actualité se rapportant à la gestion financière du secteur public. Nous sommes une organisation nationale qui a pris de l'ampleur au fil des années et qui compte maintenant dans tout le Canada de nombreuses sections où l'on partage aussi la perspective du secteur public provincial et municipal. L'IGF offre un programme d'apprentissage et de perfectionnement professionnel exhaustif avec différentes activités incluant des séminaires, des ateliers, des webinaires et des publications. Chef de file de l'industrie, l'IGF peut attirer des leaders et des spécialistes de grand calibre qui contribuent régulièrement à l'expérience d'apprentissage. Que ce soit nos événements d'apprentissage forts, nos séances de perfectionnement régionales, nos séminaires interactifs mensuels ou une de nos publications, l'IGF offre à ses spécialistes l'occasion de communiquer leur savoir et leurs connaissances. Grâce à l'intégrité et à la réputation de la marque de l'IGF, les membres peuvent profiter d'occasions de réseautage exceptionnelles. Nos membres et les participants peuvent améliorer leur exposition et tirer parti des rapports professionnels et des occasions offertes de se rencontrer et d'établir des liens avec des chefs de file de l'industrie et des personnes aux intérêts communs dans leur domaine. L'IGF d'aujourd'hui est le fruit de la contribution de nombreux bénévoles, des gens comme vous et moi qui ont décidé d'apporter une contribution. Écoutez quelques-uns des avantages qu'ont pu tirer nos bénévoles de leur participation à l'IGF. Ça a toujours permis d'augmenter mes connaissances. Car j'ai eu l'opportunité à vraiment développer mon réseau personnel et professionnel. Ça m'a aussi permis de développer mes capacités de leadership à moi-même aussi. Ça te met, comme je le dis, ça te met au-devant. On a une belle dynamique, une belle amitié, on a du plaisir à se rencontrer, à travailler ensemble. Ça vaut vraiment le temps et l'effort. Je peux attribuer ma carrière, le succès de ma carrière grandement à l'IGF aussi. Afin de poursuivre notre croissance et de renouveler l'IGF, nous sommes toujours à la poursuite de personnes qui souhaitent contribuer leur temps. Si vous souhaitez faire progresser votre propre carrière, rencontrer des gens dynamiques, tout en contribuant à la collectivité, vous devriez envisager de devenir bénévole de l'IGF. Parlez à un des organisateurs ou visitez le site web, la section bénévole, pour obtenir des détails supplémentaires. Profitez pleinement de votre événement d'apprentissage exclusif et joignez-vous à nous dans notre poursuite de l'excellence de la gestion financière du secteur public. Bienvenue à Élargir vos horizons, la série de webinaires de l'Institution de la gestion financière, conçue pour promouvoir l'excellence dans la gestion financière du secteur public. Je m'appelle Juliane Adam et je travaille dans les politiques financières et systèmes financiers à Transport Canada. Dans mon milieu de travail, comme dans la plupart des milieux, il y a toujours des conflits entre employés. Des gens avec des personnalités différentes ainsi que des idées divergentes amène une progression naturelle de conflits entre employés qui travaillent ensemble. Pour cette raison, il faut toujours revoir et perfectionner nos compétences de communication afin de gérer les situations de conflit. Dans cet esprit, nous sommes heureux de vous présenter un webinaire aujourd'hui sur la communication durant un conflit. Avant de débuter, permettez-moi de couvrir certaines instructions. Il y aura une période de questions à la fin de cette présentation. Nous encourageons nos spectateurs à soumettre leurs questions durant toute la durée de la présentation. Elles seront rassemblées et utilisées pour la période des questions. Vous pouvez soumettre vos questions dans la case de questions à la droite de votre écran. Si vous avez un problème technique, sonore ou visuel, levez votre main et nous allons essayer de régler votre problème. Le webinaire aujourd'hui sera offert en deux parties. La même présentation sera en anglais et en français. Chaque session durera environ 45 minutes, incluant la période de questions à la fin. J'aimerais vous présenter maintenant notre conférencière pour le webinaire d'aujourd'hui. J'ai avec moi Mme Renée Gendron, la fondatrice de Vitae Dynamics,
René Gendron a étudié de près les changements économiques en milieu de travail depuis ces 10 dernières années. Elle utilise ses compétences en médiation, formation et recherche pour aider les individus, les nouvelles entreprises, éco-entrepreneurs, comme les entreprises et les organisations bien établies pour remodeler leurs relations d'affaires à celles qui sont mieux adaptées aux conditions d'exploitation actuelles et futures. René est intéressé par la transformation des conflits destructifs en milieu de travail et dans l'économie. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université d'Amsterdam, René est aussi une étudiante en doctorat sciences humaines de l'Université d'Utrecht. Elle possède des certificats en cours de négociation, de médiation et de méthodes alternatives de résolution de conflits de l'Institut international de négociation appliquée canadien. De plus, elle possède un certificat en médiation communautaire de la Maison de St. Stephen's, Ontario Community Mediation Coalition. Elle est trilingue et parle français, anglais et néerlandais. Ceci dit, j'aimerais maintenant laisser la place à Mme Gendron. Merci beaucoup pour la belle introduction. Je vous remercie pour avoir venu aujourd'hui à ce webinaire et j'aimerais bien commencer avec le titre « Communiquer dans un conflit, comprendre et surmonter les conflits en milieu de travail ». Donc pour commencer, c'est vraiment une question, comment est-ce qu'on peut reconnaître un conflit? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est en dispute ou dans un conflit? Bien, tout simplement, un conflit est une différence d'opinion. Et cette différence d'opinion a eu lieu dans plusieurs circonstances. Par exemple, ça se peut qu'il y ait une différence d'opinion en termes de procédure, en termes de but et objectif, en termes de valeur. Une différence de valeur, par exemple, pourrait être, moi et mon collègue, on se dit qu'on a des valeurs familiales. Mais pour moi, pour exprimer cette valeur, je tente à travailler le plus d'heures possible, des semaines de 70, 80, 90 heures, pour gagner le plus d'argent possible pour appuyer ma famille. Mais peut-être mon collègue ici croit, pour exprimer ses valeurs de famille, c'est vraiment une question d'avoir le plus de temps possible avec sa famille. Donc le plus de loisirs, le plus de passe-temps, le plus de fins de semaine possible. C'est une différence de valeur, même si la valeur est la même. Il peut aussi avoir une différence de pouvoir, et le pouvoir est très, très relatif. Je peux être très habile dans les compétences financières, mais peu habile dans les compétences techniques. Donc, quand je parle avec quelqu'un qui a des compétences assez fortes en informatique, ça se peut que ça m'intimide, ça se peut que ça crée un conflit, parce qu'il y a une différence de pouvoir. Et évidemment, il y a aussi une question de pouvoir en termes de pouvoir de statut. Je suis votre patron, je suis le gestionnaire responsable pour ce projet, donc c'est moi qui ai le dernier mot. Ça, c'est aussi une question de pouvoir. Ça se peut aussi que c'est moi qui décide qu'est-ce qui arrive pour le budget ou c'est moi qui décide la direction de l'entreprise. Ça, c'est toutes des formes de pouvoir et dans certaines circonstances, ça peut créer des conflits, des malentendus, des disputes. Entre autres, il y a aussi des différences de droit qui causent souvent des conflits. Comme employeur, la loi dit l'employeur a certains droits, a certaines responsabilités, mais aussi en termes d'employés, il y a un autre set de règles, il y a un autre set de droits qui s'appliquent dans la même circonstance, dans la même situation. Et dans certains cas, il y a des conflits entre les droits et il faut négocier une entente qui est quand même assez bien et respectueuse. On peut toujours aussi avoir des différences d'intérêt. Une différence d'intérêt, c'est moi peut-être qui crois que la direction du département devrait aller vers A. Et il y en a certains qui croient que ça devrait être dans la direction B. Bien, comment on exprime nos intérêts, comment on s'explique, comment on s'entraide ou pas, c'est une question d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut voir comme vision, comme état final? C'est une différence d'intérêt. Et une dernière catégorie, c'est peut-être la plus connue comme conflit, c'est une question de différence de personnalité. Peut-être je suis plus introverte et je préfère travailler dans un endroit calme et silencieux. Et moi, j'ai mes tâches pour la semaine ou pour le mois et je m'applique pour compléter ces tâches. Mais il y en a certains d'autres qui travaillent plus
disons, avec plus de bruit, qui sont plus extrovertes, qui travaillent plus en collaboration avec des équipes et sont habitués à un autre style de travail, à un autre comportement. Ce sont plus ou moins tous les aspects d'un conflit. Ça s'applique à plusieurs endroits et dans certaines circonstances, on peut avoir 2 ou 3 niveaux de conflit, donc une question de différence de procédure, une question de différence de personnalité en même temps. Donc, ils ne sont pas nécessairement uniques à eux-mêmes. On peut avoir plus qu'un conflit, plus une facette de conflit en même temps. Pour répondre à un conflit, habituellement, il y a 5 stratégies que les gens emploient. La première stratégie de conflit est tout simplement de l'éviter. On évite le conflit croyant qu'on peut l'ignorer, que si on l'évite assez souvent pour assez longtemps, ça va seulement se régler par lui-même, puis il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de conversation difficile, il n'y a pas de dialogue intense qui doivent arriver. Si on évite un conflit pour trop longtemps, ça se peut aussi qu'on nuit à nos propres intérêts et ça se peut que ça aggrave la situation au point où on ne peut plus vraiment régler le problème ou le conflit parce que la situation est tellement rempirée qu'il n'y a pas de recours. Une deuxième stratégie, c'est l'accommodement. Et c'est tout simplement, je cède mon pouvoir, je cède mes droits, je cède mes intérêts. Et je dis, ben tiens mon beau, tiens ma belle, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de décider comment procéder. Moi, pourvu que la situation est réglée, je vais supprimer ce que je veux vraiment. Je vais supprimer mes propres désirs. Et on espère que la situation ne se revisitera plus. Pardon. La troisième stratégie, malheureusement, elle est très commune. C'est la stratégie de la rivalité. Donc, c'est vraiment une approche de concurrence, de compétition avec l'autre partie, avec les autres personnes impliquées dans le conflit. Et vraiment, une question de rivalité peut causer beaucoup de tort à la relation et ça peut vraiment nuire à la santé physique, mentale et disons, esprit de coéquipier de l'équipe. Quand on commence avec une rivalité, c'est vraiment une question d'escalader le conflit pour avoir le plus de pouvoir possible. Moi, je ne veux pas seulement gagner le débat, je ne veux pas m'imposer seulement, je veux aussi m'assurer que vos points, vos objectifs sont complètement ignorés. Donc, le plus que ce type de conflit se poursuit, malheureusement, il y a plus de tort aux relations, au travail et vraiment aussi au niveau de stress et du bien-être de ceux qui sont impliqués. La quatrième stratégie, c'est celui des compromis. C'est fait habituellement en bon cœur pour dire, mais cette fois-ci, vous avez ce que vous voulez recevoir et la prochaine fois, ça va être à mon tour d'avoir qu'est-ce que je veux. Par exemple, moi, disons, je voulais aller voir une vue. Et cette vue, c'était une vue de comédie. Mais mon partenaire, il voulait vraiment voir une vue de criminels et de police, une investigation. Ça ne nous tentait pas. Donc, notre troisième choix, c'était d'aller voir une vue de science-fiction. C'était pas vraiment nos premiers choix, c'était pas vraiment notre deuxième choix, mais c'était mieux de choisir une vue de science-fiction au lieu d'avoir ce dialogue de conflit, au lieu d'être toujours en conflit. La meilleure stratégie de prendre pour résoudre un conflit est aussi la plus difficile, mais celui qui va aussi avoir le plus de résultats, le plus de bénéfices pour chacun des personnes impliquées, c'est une collaboration. Et ça va vraiment prendre beaucoup d'efforts. Quand on collabore avec quelqu'un, on essaie de notre mieux de comprendre son point de vue, de comprendre ses intérêts, de comprendre les informations, les habilités, les compétences qu'elle apporte à la table. Et on essaie vraiment de déchiffrer qu'est-ce qui nous évite, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une entente mutuelle. On essaie de notre mieux de vraiment comprendre ses points de vue, nos points de vue, et c'est quoi la zone entre les deux. Y a-t-il des ponts qui peuvent être créés entre les deux positions? Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut faire ensemble pour reconnaître et respecter nos propres besoins, nos intérêts et nos droits? Bon, ça nous apporte au contrôle d'impulsion. Il y a vraiment 3 niveaux de résolution de conflit. Premièrement, il faut
régler notre dialogue interne, il faut être en contrôle de nous-mêmes. Si on n'est pas en contrôle de nos propres actions, nos propres pensées, nos émotions et nos réactions à l'environnement, ça court vraiment la chance de rempirer la situation, de rendre un malentendu un conflit et de ne pas respecter l'autre. La deuxième étape, c'est d'avoir un dialogue respectueux, vraiment essayer de chercher plus d'informations. Et la troisième étape, c'est vraiment de voir l'environnement dans lequel le dialogue de conflit a lieu. Et y a-t-il des choses systémiques ou des choses qu'on peut faire ensemble comme équipe pour rendre le système, le conflit systématique, moins évident. Donc, pour le contrôle d'impulsion, c'est important, c'est impératif de vérifier votre dialogue interne et d'être en contrôle de vos propres actions. Je vous apporte le premier exercice, ce qui est l'exercice sur le contrôle des impulsions. Cet exercice va être disponible et est toujours disponible en ligne pour vous, pour que vous puissiez le télécharger. Mais c'est un cycle, c'est un processus et c'est aussi une habilité. C'est quelque chose que vous pouviez apprendre et appliquer au fur et à mesure que vous êtes en situation tense, en dialogue de conflit, ou que vous révisez vos propres réponses, vos propres réactions à une situation qui était dans une situation de conflit. Donc, le contrôle des impulsions vous aide à gérer votre réponse à une situation difficile. Il y a 5 étapes à suivre. La première étape, c'est tout interne, hein? C'est tout quelque chose qui arrive à l'intérieur de nous pour nous contrôler, pour vraiment nous surveiller, pour voir si nos actions et nos réactions sont appropriées pour la situation. Donc, toujours, la première étape est d'admettre ce que vous ressentez. Si vous êtes fâché, si vous êtes provoqué, vous êtes triste, ou si vous êtes en colère, admettez-le. Donc, le dialogue interne dit « Oui, je suis fâché, je suis provoqué, je me sens menacé. » Donc, avouez, nommez l'émotion que vous ressentez. La deuxième étape est d'identifier qu'est-ce qui arrive dans ce dialogue, qu'est-ce qui arrive dans cette communication qui vous a provoqué à ressentir menacé, ou triste, ou fâché. Donc, il faut vraiment être spécifique parce que pour dire, ben, cette personne me rend fâché, c'est pas assez. Qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est quoi ses comportements, ses gestes, sa façon de travailler, sa façon d'interagir? Il y a quelque chose de spécifique et il faut prendre le temps, la demi-seconde, la seconde, peut-être même les 2 secondes, pour identifier c'est quoi et nommer-le. La troisième étape, c'est aussi de vérifier votre langage corporel. Quand on est en conflit, on a toujours des réactions physiques, physiologiques. Il y en a certains qui commencent à faire des points parce qu'ils sont stressés puis ils essaient vraiment de se calmer. Il y en a certains, quand ils sont à une table, ils commencent à être vraiment agressifs, ils commencent à se mettre sur la table pour être encore plus agressifs. Puis il y en a certains qui, comme moi par exemple, si je suis très stressée, le stress va de mes épaules. Et tout à coup, mes épaules commencent à être rondies. Et là, le stress, mes muscles commencent à être tendus. Et là, c'est très évident pour l'autre personne que je suis peut-être fâchée, menacée, mais il y a quelque chose de physique qu'elle peut voir. Puis, dépendant de la personne, ça peut aussi la provoquer. Ça peut aussi la fâcher ou la rendre inconfortable. Donc, il faut essayer vraiment de nous tenir droit, de se détendre un peu la mâchoire, de voir s'il y a quelque chose avec notre visage, qu'il y a du stress ou qu'on est fâché. Puis là, quand c'est clair, on vérifie, on est dans la position neutre. La 4e étape, c'est vraiment un choix. On identifie notre sentiment, on identifie pourquoi on sent comme ça. On confirme dans la 3e étape qu'on est dans la position neutre. Et dans la 4e étape, il faut décider si la conversation est trop intense ou trop mal plaisante ou trop stressante à ce moment-ci pour la poursuivre. Parce qu'il y a certaines circonstances où on est tellement provoqué, tellement choqué, que si on poursuit la conversation dans la première circonstance, ça va seulement rendre le conflit en désastre, peut-être même en guerre. Si on n'est pas conscient de nos propres actions et interactions, ça peut mener à un changement de stratégie où on a commencé un dialogue à bon cœur. On voulait collaborer avec quelqu'un. Mais là, on est provoqué, puis là, on tombe
dans une stratégie de rivalité. Donc, la quatrième étape, c'est vraiment de décider si vous voulez poursuivre. Si vous n'aviez pas la patience ou l'inclination de poursuivre la conversation à ce moment-ci, il faut faire une déclaration affirmative où vous expliquez à l'autre personne, bon, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour vos informations, pour votre opinion. Maintenant, il faut que je consulte d'autres personnes. Il faut que j'y pense. Il faut être spécifique. Une journée, une semaine, un mois, ça dépend, pour consulter, pour me calmer. Ensuite, je peux revisiter la conversation à ce moment-là. Là, c'est un processus qui arrive dans n'importe quel dialogue pour confirmer qu'on est provoqué ou non et pour décider de façon consciente si on continue la conversation ou si on décide à ce moment-là, non, il faut que j'arrête pour la journée, pour la semaine, c'est trop. Ensuite, la cinquième étape, si vous vouliez continuer la conversation, c'est prendre une grande respiration, s'assurer qu'on est tous quand même neutres le plus possible en termes de langage corporel, et là, poursuivre la conversation. Mais aussi, il faut se rappeler que quand on est dans le conflit, c'est pas nécessairement la première provocation qui va nous mener à escalader la situation. Peut-être c'est rendu à la 10e ou la 20e gâchette dans le même dialogue pendant la même heure. Donc, c'est une question de contrôle de soi, c'est une question de respect de soi et de respect de l'autre. Ces 5 étapes doivent être répétées au fur et à mesure qu'une conversation se déroule. Et c'est un choix conscient. La deuxième page, sur le document où vous pouvez télécharger, ça fait aussi partie des contrôles d'impulsion. Et c'est un document que vous pouvez photocopier et l'utiliser le montant de fois que vous avez besoin. C'est aussi un outil pour vous aider à être plus conscient de vos propres actions et vos propres réactions à une situation. Donc, ils vont identifier qu'est-ce qui vous provoque, quelles sont les gâchettes qui vous provoquent, quelles sont les réponses, vos réactions à cette provocation et pourquoi est-ce que ça vous provoque. Le plus d'informations que vous avez sur vos propres actions, le plus vous serez en capacité de vérifier, de déterminer, d'évaluer si ce comportement est approprié. Le plus d'informations que vous mettez sur papier, le plus que vous pouvez traquer depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, parce que vous changez. Vous avez plus d'expérience, vous avez d'autres compétences où vous pouvez les utiliser et appliquer à une situation de conflit. Et peut-être après 6 mois, 1 an, 5 ans, revisez vos réponses antérieures pour voir s'il y avait une évolution, un développement personnel. Est-ce que ce qui vous tracassait, ce qui vous provoquait il y a 5 ans, est-ce que ça vous provoque toujours? Ce type de questions va vous aider à mieux vous contrôler en lieu de conflit et vraiment pourrait vous donner des perspicacités en termes de développement personnel. Okay. Là, on va retourner à la présentation. Un moment, s'il vous plaît. Okay. Vous êtes en contrôle de vous-même. Vous maintenant avez contrôle et connaissance de votre dialogue interne pour voir comment votre dialogue interne vous mène à comporter de façon productive ou destructive. Et vous avez fait la décision de rester dans la conversation de conflit. Maintenant, il reste aussi une question de confirmer si votre perception de la situation est vraie. Est-ce que c'est véritable? Est-ce que c'est complet? Ce que vous entendez, ce que vous avez saisi des interactions des autres, est-ce que sont exacts? Parce qu'on peut toujours avoir des malentendus quand on n'a pas assez d'informations ou quand on a mal saisi ou mal entendu l'autre personne. Donc, pour chercher des sources d'informations, il faut vraiment chercher à se défier. On a toute notre perspective individuelle, on a toutes nos expériences individuelles, on a toutes eu des expériences négatives et positives, on a tous aussi nos intérêts. Et des fois, on ne connaît même pas nos intérêts, mais ils sont là. Puis on agit de façon pour ou contre nos propres intérêts.
Donc, il faut vraiment être conscient de toutes sortes de préjugés que chacun, incluant moi, a, et de chercher de défier nos préjugés. Et on peut défier nos préjugés en cherchant plus d'informations. On cherche plus d'informations en demandant à nos collègues, en demandant à des experts, à consulter des médias qu'on est hors habitude de consulter, à consulter toutes sortes de personnes, toutes sortes de sources et ressources. Il faut aussi défier nos hypothèses, parce que moi, je peux juste croire que Benoît, il fait sa tête dure parce que c'est une différence de personnalité. C'est pas toujours le cas. Il y a peut-être des motivations que je ne comprends pas, que je ne connais pas, qui pourraient motiver Benoît à agir, à réagir, à se comporter de cette façon. Donc aussi, il faut être conscient que vous avez vos propres motivations. Et il faut être conscient que vos propres motivations peuvent nuire à la discussion. Parce que vous êtes aussi partie du conflit, vous n'êtes pas à l'extérieur du conflit. Bon. Pour vraiment connaître qu'est-ce qui se passe, pour avoir plus d'informations de la personne que vous êtes en conflit, ou vos collègues, vos coéquipiers, ou à consulter des experts, il faut savoir comment questionner. Il faut savoir comment chercher des informations davantage pour ne pas confirmer vos préjugés, mais pour vraiment chercher plus d'informations possibles. Donc, ça nous apporte au deuxième exercice, celui de l'entonnoir de questions. Et c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser pour suspendre notre point de vue, pour suspendre qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui arrive, et pour chercher des informations plus exactes. Donc, on commence avec une question assez large pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, une question large et ouverte, par exemple, serait « Comment était la réunion? » Okay? Et ensuite, pour être plus précis, on pose une question sondage. On a une idée qu'est-ce qui s'est passé, mais on a besoin de plus d'informations. Donc, c'est une question sondage qu'on pose. Ensuite, on pose une question de choix multiple. Une question de choix multiple, vous avez 4, 5 ou 6 réponses spécifiques, pas plus. Et une question fermée, vous avez 2 choix, oui ou non, en haut, en bas, gaucher, droitier. Je vais accepter aussi ambidextre, vous êtes gaucher ou droitier, mais pas plus. Hein? Il y a une limite aux réponses. Donc, par exemple... Comment s'est passée la rencontre? Oh, c'était incroyable. Les mots me manquent. J'étais dans la réunion, puis Benoît commence à crier, puis commence à présenter de façon improfessionnelle. C'était la pire rencontre de ma vie. Le comportement de Benoît vous a frustré? Okay. Bon, là, je me plains, je me vante, tu sais, j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi je suis peut-être en conflit ou en colère. Elle a entendu que j'avais quelque chose en conflit avec Benoît, puis là, ça tombe à avoir des informations plus précises, ce qui dit donc une question de sondage. Le comportement de Benoît vous a frustré? Oui, c'était incroyable comment il n'était pas professionnel, il n'a pas écouté, il n'a pas présenté, il n'était pas préparé, puis je pense qu'on a perdu le client. Parce que son comportement était inacceptable. Quel comportement vous a frustré le plus? Qu'il n'a pas écouté, qu'il a interrompu, qu'il a crié ou qu'il n'était pas préparé? Donc, pour vraiment savoir qu'est-ce qui me motive dans ce type de conflit, on est encore plus précis dans l'entonnoir et c'est une question de choix multiple. À ce point-ci, ça m'a vraiment fâché qu'il n'était pas préparé. Il n'a pas fait sa présentation. Donc, vous préférez qu'il soit très bien préparé pour sa présentation? Absolument. Oui ou non. C'est une question fermée. Donc là, on a commencé avec une plainte générale inconnue, avec une réunion, avec des questions avec l'entonnoir. On a pu préciser le comportement spécifique qui m'a rendu énervé et fâché. Et avec cette technique, on peut utiliser avec d'autres personnes pour vraiment cibler c'est quoi qui nous tracasse, c'est quoi qui motive le conflit ou la différence d'opinion ou la différence de perspective. Si c'est pas clair, on peut toujours recommencer l'entonnoir jusqu'à temps qu'on connaît les intérêts, jusqu'à temps qu'on identifie vraiment qu'est-ce qui cause la friction ou la tension dans la relation.
continue. Je m'excuse, je dois recommencer la présentation. On va juste aller rapidement à travers les diapositives. OK. En termes de questions, en termes de différence de personnalité, en termes de comportement difficile en lieu de travail, malheureusement, il y a plusieurs circonstances où on doit travailler avec quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui se fâche facilement, quelqu'un qui n'est pas seulement marabout, mais vraiment extrême dans ses comportements. Et il faut être conscient du fait qu'une personne qui est en colère, une personne fâchée, n'est pas toujours, elle peut facilement être fâchée. Elle peut vraiment, pour aucune raison légitime, être fâchée. Elle interrompt souvent. Elle se plaint souvent. Non seulement est-ce qu'elle se plaint souvent, elle ne veut pas offrir une solution. Elle se plaint, puis elle dit non, j'ai plus de pouvoir, ça ne m'intéresse pas à trouver une solution et d'avancer le projet. Elle peut garder une rancune pour des années et des années et des années et des années. Puis elle peut aussi montrer un cœur froid. Donc, c'est vraiment un manque d'empathie, un manque de sympathie avec ses coéquipiers. Il faut être aussi conscient du fait qu'une personne en colère, une personne fâchée, est fâchée de façon quotidienne. Fâchée de façon de comportement, c'est une habitude, c'est sa façon de communiquer. C'est rendu où c'est la seule façon qu'elle peut avoir des relations avec d'autres, c'est d'être en colère, d'être agressif. C'est une personne qui ne peut pas nécessairement être conscient du fait qu'elle est une personne fâchée. Et pour régler ce type de situation, on peut toujours retourner à l'entonnoir de questions. On est en réunion et mon pauvre Benoît se met en colère, mais moi, je peux utiliser l'entonnoir de questions. Qu'est-ce qui arrive, Benoît? Quelles sont vos impressions? Il faut vraiment préciser qu'est-ce qui fâche Benoît, qu'est-ce qui lui mène à ce comportement. Ça peut prendre 10, 100, 1000 reprises de l'emploi de l'entonnoir de questions dans 10, 100, 500 situations où Benoît se fâche, où Benoît se met en colère, avant qu'il devienne de plus en plus conscient de ses propres comportements. Avant qu'il peut vraiment articuler, exprimer c'est quoi dans l'interaction qui ne marche pas, c'est quoi qui cause cette tension. Il faut vraiment être patient et il faut aussi utiliser les contrôles de nos propres impulsions dans ces circonstances pour chercher plus d'informations de celui qui démontre un comportement difficile, qui démontre une communication nocive. Et c'est vraiment une question de suspendre notre propre jugement et d'aller chercher d'autres informations en surplus. Parce que des fois, ils ont peut-être un point valide, ils ont peut-être une objection, quelque chose du feedback, mais ils n'ont pas les outils pour bien communiquer. Et s'ils n'ont pas les outils ou l'occasion de s'exprimer de façon ouverte, ça cause qu'ils se rendent fâchés, ça se cause qu'ils se rendent marabouts ou qui nuisent aux autres relations du groupe. Donc, en revue, un conflit est une différence d'opinion dans plusieurs endroits, tels comme indiqué comme question de but, de stratégie, de valeur, de droit, de pouvoir, ainsi de suite. On peut contrôler en première instance nos propres impulsions. Si on contrôle nos propres impulsions, on peut premièrement diminuer notre stress. On peut vraiment indiquer et être conscient à quel moment est-ce qu'on doit quitter une conversation, à quel moment est-ce qu'on doit chercher plus d'informations et plus de ressources en appui pour mieux connaître ce qui se passe. Et on peut vraiment garder la situation tense ou instable au lieu de toujours être en plein conflit, si on peut contrôler nos propres impulsions. La deuxième étape, on est en contrôle de nous-mêmes, on contrôle, on vérifie notre dialogue interne. Ensuite, on cherche des informations à l'extérieur pour mieux connaître le contexte de la friction, de la tension, du conflit. Donc, on emploie l'entonnoir de questions pour questionner l'autre personne, pour questionner
Sur dans le local, une personne fâchée ne peut pas nécessairement savoir qu'elle est fâchée et pourquoi elle est fâchée. Donc pour elle aussi, c'est un processus de découverte personnelle. Et c'est une question de vraiment chercher des informations dans son environnement, qu'elle devient de plus en plus consciente qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle réagit et elle agit de cette façon. Et ça peut malheureusement prendre des années avant qu'elle devienne plus consciente de ses comportements. En termes d'interaction avec des personnes qui sont très fâchées, très agressives, il faut leur poser des questions et il faut être précis. Il faut vraiment leur aider à être précis. Quel comportement leur mène à cette relation? Quelle gâchette leur provoque? Pourquoi est-ce qu'elles se ressentent de cette façon? Et on emploie toujours l'entonnoir de questions pour être le plus précis, le plus exact que possible. Là, on va passer à aux questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le forum puis lever votre main. Oui, vous pouvez soumettre vos questions dans la case de questions qui est disponible sur votre écran. Puis Mme Gendron répondra au maximum de vos questions selon le temps qui nous reste. Il nous reste à peu près 12 minutes. Alors, ma première question, que fais-tu si ton interlocuteur ne t'écoute pas? Il faut vraiment créer un environnement sécuritaire. Donc, si la personne ne t'écoute pas, demande la personne à une rencontre privée. Quand c'est une rencontre entre deux, là, vous pouviez lui demander qu'est-ce qui se passe. Pour utiliser l'entonnoir de questions, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos impressions des dynamiques du groupe? Quelles sont vos impressions du conflit? Et c'est une question, pas nécessairement de la pousser, d'être précis, mais de donner le plus d'occasions possible de s'exprimer de façon constructive. Et une fois qu'une personne a assez de confiance en toi, en vous, que vous allez leur écouter, bien, vous créez un peu plus de rapprochement entre les deux personnes. Et là, on peut commencer à avoir un dialogue ouvert, un dialogue respectueux. Notre deuxième question est: que fais-tu quand un comportement nocif se répète? Ça, c'est pas facile. Habituellement, les personnes qui démontrent des comportements nocifs, ils ont besoin 7, 8, 10 rappels avant qu'ils changent vraiment leur comportement. Parce que c'est tellement une habitude qu'ils ont eu depuis longtemps que c'est difficile à changer sans qu'ils soient vraiment appuyés. Donc, c'est une question d'identifier précisément le comportement nocif, les circonstances dans lesquelles ce comportement a eu lieu, lui aider à identifier qu'est-ce qui lui provoque, pourquoi cette personne se sent provoquée, c'est quoi son dialogue interne et c'est quoi des compétences qu'elle peut utiliser pour diminuer la tension. Donc, si elle a un style de communication très agressive ou très nocive, quels autres comportements peuvent remplacer le comportement nocif? Et quel appui dans l'environnement est-ce que la personne a besoin pour faire ces changements? C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de patience. Mais il faut être précis et il faut dire, ben, ce comportement n'est pas acceptable, ce type de comportement est acceptable, voici des manières, des façons, des techniques, des habiletés pour rendre ce comportement acceptable. Et notre troisième question, qu'est-ce qu'on peut faire si le comportement d'une personne nuit à une réunion? Il faut premièrement avoir des règles de réunion. Chaque réunion pourrait avoir un modérateur, entre autres, mais aussi des règles de comportement. Et il faut aussi souligner que les règles vont être respectées. Il faut aussi avoir un processus dans le sens que si quelqu'un interrompt toujours, qu'elle n'a pas la parole.
si la personne crie, sacre ou a des comportements nocifs, il ne faut pas lui donner le plancher. Il ne faut pas lui donner la parole. Il faut vraiment renforcer, souligner, appuyer les comportements constructifs. Et si la personne est trop nocive, il faut la retirer de la réunion. Si la personne est toujours agressive et toujours se comporte de façon pas professionnelle, improfessionnelle, pardon, en privé, demande-la avec des questions d'entonnoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui mène à ce comportement? Et comment elle suggère mieux se comporter? Comment elle suggère d'avoir des réunions plus productives ou des rencontres plus productives? Mais il ne faut pas accepter ce type de comportement en réunion parce que ça va nuire à toute l'équipe. Je crois que c'est tout pour la période des questions. Alors, je vous remercie énormément, Mme Gendron, pour la présentation d'aujourd'hui et d'être venue nous faire part de vos connaissances. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour nos spectateurs, je vous remercie de votre participation et d'avoir fait de ce webinaire un succès. Nous espérons que l'information sera utile dans votre lieu de travail et le webinaire sera disponible sur notre site web dans quelques semaines au www.fmi.ca. Notre prochain webinaire aura lieu le 24 février 2015. Le sujet sera la sécurité informatique, le risque et la prévention. Les conférenciers seront Scott Jones, directeur général de la cyberdéfense au sein du Centre de la sécurité des télécommunications, et Evan Willers, directeur des politiques à ACCA Global. Durant ce webinaire, nos conférenciers vont examiner la nature des attaques informatiques. Ils vont expliquer comment les attaques se manifestent et les différentes étapes que les gestionnaires financiers peuvent prendre pour éviter ces attaques. Je répète, ce webinaire aura lieu le 10 février 2015 à 13h. Merci à tous et nous espérons vous revoir la prochaine fois.